chanteur, ni acteur, ni réalisateur, et pourtant, il a bel et bien une renommée internationale. Cette renommée, il l'a acquise en défendant avec ardeur son métier de boucher, en déclarant haut et fort son amour de la bonne viande. Cette passion et cette façon atypique de l'exprimer lui a ouvert les plus grandes tables, les plus grands restaurants. Il a même inspiré le personnage principal d'un roman. Et puis, ça lui a permis de délivrer des messages forts sur l'élevage et l'agriculture française, quitte à bousculer, quitte à déranger parfois. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou qu'est-ce qui n'allait pas dans ce monde agricole avant qu'il n'y entre? On va lui poser toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Yves-Marie Le Bourdonnec. Merci d'avoir accepté notre invitation au Sénat. Je rappelle qu'on est ici dans le Dôme Tournon. Qu'est-ce qui ne va pas, d'après vous, dans les élevages français? Qu'est-ce que vous êtes venu bousculer dans cet univers? Alors, je vais parler d'une espèce particulière, le bovin. Pour le cochon, la volaille, l'agneau, ça se passe plutôt bien. Les très bons élevages sont parfaitement identifiés. Dans le bovin, c'est l'histoire qui fait qu'on n'a pas le modèle idéal. Depuis tout le temps, la viande rouge n'était pas une partie importante de notre consommation de viande. On mangeait plutôt du cochon, de la volaille. Et la viande rouge était réservée plutôt à la campagne, dans les fermes. On mangeait le bovin qui avait travaillé les champs, mais on le mangeait à la fin de sa vie, ou la vache qui avait donné du lait pour faire des très bons fromages, et on la mangeait à la fin de leur vie, à la fin de sa vie également. Ce qui fait qu'on mangeait toujours des animaux très, très âgés. Et c'est pour ça qu'on a dans toutes les provinces françaises une spécialité de viande bouillie, la garbure, la carbonade, le pot-au-feu, le bourguignon. Chaque région a son plat de viande bouillie de bœuf traditionnel. Donc ça, c'était avant et ça finit par se démocratiser. C'est jusqu'à la fin du 19e siècle. Et puis il a fallu faire venir la viande rouge en ville, parce qu'elle se consommait vraiment principalement à la campagne. Et quand on amène la viande rouge en ville, donc c'est la fin du 19e, début du 20e, on vient dans un endroit urbain qui est plus rapide, qui va plus vite, et on n'a pas le temps de mijoter très longtemps, on préfère griller, on préfère rôtir, on préfère faire sauter rapidement les aliments. Et c'est à ce moment-là que les dérives arrivent? C'est ça que vous nous dites? On s'aperçoit à ce moment-là que nos animaux ne sont pas tout à fait adaptés à la consommation de la viande moderne. C'est-à-dire une consommation de viande rouge très peu cuite. Quand on fait griller, rôtir ou même quand on mange un tartare, forcément, là, il y a très très peu de cuisson qui rentre en jeu. Et nos viandes ont un défaut particulier, alors qui n'est pas grave, mais qui est un défaut particulier quand on veut le manger de cette façon, c'est qu'il a un taux de collagène très important. Parce qu'il y a un élément qu'on n'a jamais pris en compte dans notre élevage, c'est la précocité de nos animaux. Vous voyez, je vais schématiser, toutes les races françaises, de la Limousine, en passant par la Normande, la blonde d'Aquitaine, je pourrais vous en citer une cinquantaine, elles sont toutes adultes aux alentours de 40 à 50 mois. Notre opposé, c'est le monde britannique, le monde anglo-saxon. D'accord. Une Angus anglaise, une Hereford, une Longhorn, elle est adulte à 18 mois. Ça change toute la donne. C'est-à-dire que quand elle arrive à l'âge adulte, on peut déjà lui donner la qualité nécessaire pour faire une viande de qualité très vite. Donc elle a un taux de collagène très bas. Moi, ce que je dis à mes éleveurs, utilisez une race locale pour les femelles. Utilisez une Salaire quand vous êtes en Auvergne, une Normande quand vous êtes en Normandie ou en Bretagne, une Montbéliard dans l'Est. Et vous la mariez avec un taureau britannique. Comment ils réagissent, ces éleveurs? Parce qu'on sent ce discours qui est très dur aujourd'hui avec les agriculteurs, avec les éleveurs. Est-ce que vous les sentez aussi en souffrance parce qu'on leur demande beaucoup, parce qu'ils doivent répondre à tout un tas de normes aussi et de ce que vous dites là aujourd'hui? Oui, les éleveurs sont catastrophés. Enfin, l'élevage français est en faillite. L'élevage français est en faillite. Jamais un éleveur ne pourra gagner sa vie dans le monde actuel de la production. C'est impossible. Le modèle français est terminé. Il faut bien en prendre conscience. C'est épouvantable à le dire peut-être, mais il faut l'entendre. Et c'est pas pour ça qu'il faut tout jeter à la poubelle. Il y a aussi de très bonnes races qu'il faut utiliser. Il faut arrêter en fait de s'obséder de la race pure. C'est comme si vous demandiez à un vigneron d'élaborer le meilleur vin du monde, mais en n'utilisant qu'un seul cépage. Forcément, il n'aura qu'un seul caractère, qu'une seule particularité. Le meilleur steak du monde, forcément, est issu d'un métissage
entre plusieurs races, entre plusieurs animaux qui vont apporter leur qualité génétique, leur qualité d'histoire, leur particularité pour réaliser la meilleure viande du monde. Donc, je commence à être entendu. J'ai très peu été entendu au départ. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs ministres de l'Agriculture, de leur expliquer. J'ai le secret, moi, pour sauver l'élevage français. Je peux le donner à n'importe qui voudra m'entendre. Et c'est rien d'extraordinaire. C'est très pratiqué dans le monde entier. Il n'y a qu'en France qu'on ne veut pas le faire. Mais voilà, je ne suis pas très écouté. C'est vrai que je ne suis pas très écouté, ni par mes pairs, qui ont beaucoup de mal à entendre le discours que... Mais du coup, on a tort de décerner des prix aux meilleures charolaises. On s'y prend mal. C'est de la pure génétique. Décerner un prix à une vache charolaise au Salon de l'Agriculture, c'est décerner un concours. C'est un concours de beauté. On va dire qu'elle a la caractéristique idéale, elle a la musculature idéale, elle a éventuellement les cornes parfaites, l'allure parfaite, mais ça ne va pas vous donner une qualité de viande idéale. Alors, les éleveurs sont pointés du doigt sur une question de la maltraitance animale, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais votre métier en fait aussi les frais. Le métier de boucher est aussi souvent attaqué. Il y a comme un discours anti-viande qui se développe depuis quelques années. Est-ce que ça vous touche? Il faut en être conscient, en tout cas. Il y a un discours anti-viande. Il n'y a pas qu'un discours d'ailleurs, il y a aussi des attaques violentes contre les bouchers, notamment des antispécistes. Je veux dire, c'est un sujet sérieux et probablement que vous j'en ai subi les conséquences parfois. Vous avez vous-même été attaqué? Oui, j'ai eu quelques attentats sur certaines de mes boucheries. Je peux comprendre que l'élevage industriel choque, je peux comprendre qu'on n'y croit plus, et moi-même, j'y crois pas, à l'élevage industriel, à la production de viande de façon importante comme ça, je n'y crois pas, et je suis convaincu même que dans les 20 ans qui viennent, on n'aura plus cette production, ça n'existera plus. Mais on restera des consommateurs de viande. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas le choix, c'est que c'est dans la logique des choses, c'est notre profonde nature. Vous en êtes si sûr que ça, même quand vous voyez le véganisme qui se développe aussi, vous riez quand je parle de véganisme. Oui, non, mais c'est une tendance. Le véganisme, c'est 0,2%, je crois, de la population. Voilà. Les végétariens, c'est 2 ou 3% de la population. Alors, j'ai rien contre eux. De toute façon, il faut réguler la consommation de la viande. Il faut arrêter de manger de la viande, de vouloir de la viande en quantité énorme. C'est absurde. La viande ne peut pas être bradée, elle ne peut pas être faite n'importe comment. Ça réclame... Ça implique d'abord beaucoup de choses, le paysage, toute une économie, beaucoup d'emplois. Et il ne faut pas le bâcler, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut le faire en conscience. Mais les végétariens, les véganes, ils fondent leur théorie et leur idéologie même sur la souffrance animale, la sensibilité animale qui existe dans la loi depuis 1976. Qu'est-ce que vous faites de cet argument qui vous parle de sensibilité animale? La souffrance animale, c'est vrai que quand on voit un élevage industriel, c'est affreux. Pour un animal de vivre de cette façon, c'est affreux. Il n'y a rien de mieux qu'un animal qui vit dans la nature. C'est bien. De toute façon, c'est par là qu'il faut aller. Aucun de mes éleveurs ne travaillent de façon industrielle. Encore une fois, je reviens à ce que je disais, ça n'existera plus. Forcément, ça n'existera plus. Donc, le combat des véganes est juste là-dessus. Il faut arrêter de faire souffrir les animaux, bien entendu. Il faut qu'ils vivent heureux. Et de toute façon, un animal heureux donne une viande bien meilleure. Après, la question est de savoir si on doit manger ou non un animal. Ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai été élevé à la campagne, dans une ferme, et j'aime énormément les animaux. J'aime les animaux. J'aime la compagnie des animaux. J'ai une proximité avec eux. Mais vous comprenez que ça paraisse paradoxal à celui qui aime tellement l'animal qu'il refuse de le manger? Il y a deux types d'amour d'animaux. Vous dites il y a deux types. Oui, il y a les animaux. Mon oncle qui m'a élevé m'a toujours expliqué qu'il y a les animaux qui nous accompagnent dans la vie, le chien qui nous aide à chasser, ou à garder, le cheval qui nous aide à travailler. Et puis il y a les animaux que l'on consomme, que l'on mange, et on ne les aime pas tout à fait de la même façon, mais ils doivent en tout cas tous les deux être heureux et vivre correctement. C'est quoi ce lien que vous avez avec les animaux ? Ça vient de mon enfance. En fait, moi, je suis un enfant de la DAS. J'ai été retiré de la garde de mes parents, j'étais tout petit. Et puis, j'ai été confié à mon oncle et ma tante en Bretagne. J'avais 5-6 ans et ils vivaient dans une ferme.
Et il y avait des animaux, puisque c'était une petite ferme où il y avait des cochons, des vaches, des veaux, des poules. Et donc j'étais tout de suite émerveillé par ces animaux. Il y avait aussi des chiens, il y avait aussi des chevaux. Et j'étais émerveillé par tous ces animaux. Et mon oncle, qui est un homme très sage, qui m'a toujours expliqué le lien à l'animal, qu'il fallait respecter les animaux, qu'il fallait les rendre heureux, mais qu'il n'y avait pas de problème à le manger. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Vous n'y voyez pas de paradoxe, vous? Je n'y vois aucun paradoxe. Je n'y vois aucun paradoxe. J'ai un document à vous transmettre, Yves-Marie Le Bourdonnec. C'est une archive qui nous vient des Archives nationales, qui sont nos partenaires sur cette émission. C'est un menu de l'Élysée. Alors j'explique pour vous voyez, mais je voudrais aussi le dire pour les gens qui nous écoutent. C'est un menu de l'Élysée servi le 18 octobre 1953 en l'honneur de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et de Son Altesse Royale le Prince Bernard. À ce moment-là, le président de la République, c'est Vincent Auriol. Et je lis le menu. Caviar, blinis au sarrasin, mousseline bayonnaise et sel d'agneau arlésienne. Est-ce que, d'après vous, la diplomatie se joue aussi sur la table et sur la viande que la France est en capacité de présenter? Sûrement, bien entendu, oui. Ah oui, c'est l'histoire de ce qu'on mange, c'est notre histoire. Quand on mange une viande, on mange une partie du paysage, une partie de notre pays. Et c'est pour ça que c'est très important de respecter ça et de ne pas délocaliser ou de ne pas nourrir nos animaux avec des produits qui viennent d'ailleurs. Voilà, le terroir, c'est fondamental dans notre... C'est même une marque à l'étranger? C'est une marque, oui. Un dîner officiel à l'Élysée sans viande, ça vous paraîtrait fou? Je pense, oui. Je pense. Bah oui, ça ne représente pas l'agriculture française. Il faut que ça représente l'agriculture française. C'est pourtant quelque chose qui pourrait arriver. Si un jour un écologiste arrivait au pouvoir à l'Élysée, on pourrait imaginer qu'au moins une fois par semaine, pour le symbole, il n'y ait pas de viande à table à l'Élysée, ou même plus que ça. Sûrement qu'on régulera, de toute façon on le fera. On va réguler notre consommation de viande, mais elle ne disparaîtra jamais. Elle ne disparaîtra pas parce que si on arrête de consommer de la viande, toute une partie des animaux que l'on connaît vont disparaître. Enfin, si on allait jusque-là, c'est complètement utopique de le penser. Si on ne mange plus de steak, il n'y aura plus de vaches. Il n'est pas possible d'élever une vache uniquement pour avoir du lait. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, c'est la gastronomie française. Cette phrase est signée du communiste et vous le savez, Fabien Roussel. Ça vous a fait plaisir d'entendre ça? Mais bien sûr, il faut que les politiques défendent ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Et ce n'est pas une histoire de gauche ou de droite. Et ce n'est pas une histoire non plus de catégorie sociale. La bonne viande, le bon fromage et le bon vin doivent être accessibles à tout le monde. Et ça l'est. Et une viande rouge peut coûter très cher si on veut la partie la plus rare, donc elle coûtera très cher, mais il y a certaines parties qui valent beaucoup moins d'argent. Je vais donner un exemple très concret. Si vous voulez le tourne-dos du centre du filet, il peut coûter 200 € le kilo. Mais si vous voulez un steak dans la bavette, elle peut vous coûter 20 € le kilo, voire même 15 € le kilo pour un burger ou 10 pour un steak haché. Vous observez quand même un discours qui change dans vos clients, dans les boucheries, des mentalités qui changent, des questions qui se posent. Est-ce qu'on vous pose des questions aujourd'hui qu'on ne vous posait pas il y a 10 ans? Oui, je pratique ce métier depuis 35 ans. Ouais. Il y a 35 ans, le bien-être animal, ça parlait à personne. L'élevage, ça parlait à personne. Aujourd'hui, bien entendu, on nous demande comment c'est élevé. On nous demande d'abord d'où ça vient, qui l'a élevé, qui est la personne. Il faut qu'on soit capable de raconter l'histoire de l'éleveur. C'est très important. Et qui l'a élevé et comment il a été élevé. Et de quelle façon il a été élevé et pourquoi il a été élevé à tel endroit. Et voilà, il faut être capable de raconter cette histoire. Vous imagineriez qu'un jour, qu'il y ait des débats, de tels débats en France? D'ailleurs, ça vous permet de parler de votre métier, mais vous imaginiez ça un jour? À l'époque, non. Ouais. À l'époque, non. Mais je suis content parce que il y a 30 ans, quand je débutais, moi j'ai tout de suite voulu aller vers l'excellence dans ce métier. J'ai tout de suite voulu aller vers les meilleurs produits. Et j'étais pris pour un farfelu à l'époque. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire de la maturation pour le bœuf, c'était il y a 20 ans, on me prenait pour un fou. Et aujourd'hui, c'est devenu presque une mode. Mais on me prenait vraiment pour un fou à l'époque. Du coup, les débats d'aujourd'hui, finalement, sont les bienvenus. Ça vous permet de faire de la pédagogie? Que tout le monde en ait pris métier. conscience, c'est très important. Il y aura toujours des carnivores, il y aura toujours des consommateurs de viande, mais on doit être consommateur de viande en conscience. C'est très important. Je crois que vous avez des enfants, 2 garçons. Oui, qui 5 garçons. 5 garçons, que dis-je? Alors 2 qui vous suivent. J'en ai 2 qui sont bouchers, ouais. Voilà, qui vous suivent dans le métier de boucher. Quelle est leur approche à eux? Est-ce qu'ils sont aussi comme cette nouvelle génération, avec une sensibilité particulière, celle dont on parlait tout à l'heure, l'écologie, la maltraitance animale, ou est-ce qu'ils vous suivent
exactement comme vous, dans la même Alors, logique. ils ont fait leur propre Oui, parcours. Ils ont commencé chez moi, puis ils sont allés voir ailleurs comment ça se passe. Mais ils ont cette conviction, la même que moi, que la viande doit être un produit respecté, l'animal doit être respecté, toute la filière doit être respectée. Et ils en sont parfaitement conscients. Ils ont le sentiment que leur métier a encore de l'avenir ou pas? Parce qu'on dit qu'un jour on mangera des insectes. Que oui. Vous voyez, vous, servir des Mais de toute façon, si on mange moins de viande et s'il y a moins de production de viande, il faudra d'autres sources de protéines, c'est certain. Bien sûr, notre alimentation va être beaucoup plus variée dans les années qui viennent. Alors, revenons un peu sur votre parcours à vous. Le métier de boucher, vous nous en avez un petit peu parlé, vous y venez aussi, enfin en tout cas votre amour des animaux vous vient de votre enfance. Et le métier de boucher, à quel moment vous avez le déclic? Alors, le déclic, c'est les gestes du boucher. En fait, je vivais à la campagne chez mon oncle et ma tante, en Bretagne, et nous avions une personne qui venait 2 fois par an pour abattre un animal pour notre propre consommation. D'accord. Donc il venait pour abattre un veau ou un cochon ou un bœuf, et que on le voyait découper, on le voyait mettre à mort l'animal, le dépecer, le découper, et en même temps on l'aidait à l'emballer, on le mettait au congélateur. Alors ce personnage pour moi était ambigu parce que mon oncle m'autorisait à avoir des animaux, à élever des animaux. Mais tout en m'expliquant tout le temps, attention, on n'élève pas des animaux comme ça juste pour le plaisir de les câliner et uniquement pour ça. Il faut qu'il y ait un but. Ouais, c'est pas un doudou, un animal. Il faut qu'il ait un but, il faut que tu le commercialises à un moment donné. On ne va pas j'élevais des chèvres au tout début, et on ne va pas se retrouver avec des chèvres, on ne va pas être envahi par les chèvres. Donc il y avait une règle, quand mon petit chevreau atteignait ses 3 mois, il fallait que j'ai trouvé quelqu'un qui l'ait acheté, je devais l'avoir vendu. Très souvent, je finissais par le donner. Pour qu'il échappe aux mains de Monsieur Cabel. Ce fameux boucher s'appelait Monsieur Cabel. Et lui, quand vous le voyez... Donc ce Monsieur Cabel, il était à la fois un monstre pour moi, puisqu'il abattait l'animal que j'aimais tant, et en même temps, je découvrais un artiste des gestes. Quand je le voyais travailler, j'étais subjugué par ses gestes. Cet homme que je trouvais un peu sanguinolent, un peu brutal, un peu brut de décoffrage, je le trouvais splendide quand il travaillait. Et donc, je restais hypnotisé par ses gestes. Et puis, un jour, à table, lors d'un repas de famille, quand on demande aux enfants « Qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez grands ?» mes cousins pouvaient dire pompier, astronaute. Et moi, je dis « Je veux faire le métier de Monsieur Cabel ». Et là, ma tante était... très interloquée et puis très inquiète. Elle me dit mais Yves-Marie, toi qui es un garçon si sensible, comment tu veux être boucher Ça paraissait incompatible. Alors je n'avais pas la force de caractère qui me permettait de dire et qui me permettait d'argumenter. Donc il m'a fallu du temps. J'étais tout jeune, j'avais 9 ans quand ça m'est arrivé. Et j'ai suivi mon parcours scolaire normal et je savais qu'après le collège, il fallait aller vers le métier manuel, vers la boucherie, passer un CAP. Donc j'ai insisté. Et là, mon oncle m'a dit très solennellement, j'étais le choix après la 3e, soit j'allais vers la voie du bac, soit vers le métier. Et il m'a dit, avant toute chose, tu allais passer un été à l'abattoir municipal de Tréguier, c'est en Bretagne. Et tu vas travailler avec les bouchers pour voir si peut-être que ce métier finalement va te dégoûter, peut-être que non, mais il faut quand même que tu y sois confronté. J'ai fait entre guillemets mon stage de 3e. Il n'y avait pas le stage de 3e à l'époque, mais je l'ai fait. C'est une histoire de famille pour vous, la boucherie, Marie Le Bourdonnais, ou pas? Eh bien, je ne le pensais pas jusqu'à encore une dizaine d'années, parce que donc enfant, je vivais avec mon oncle et ma tante. Je n'ai pas été élevé par mes parents. Et à l'âge de 40 ans, j'ai perdu mon papa. Mon papa est décédé et j'ai très peu connu ma maman. J'étais séparé de ma maman, j'avais 1 an et demi, donc je l'ai vraiment très peu connue. Et elle était originaire d'Avignon, et ma sœur, qui fait du théâtre, va à Avignon tous les ans et me dit une année, à cette époque-là, je vais aller voir, enquêter, voir si je rencontre des gens de la famille de notre maman. Et elle revient à la fin de l'été, elle me dit, ah là, j'ai appris une chose extraordinaire. Tous les hommes de la famille de maman étaient bouchés de père en fils. Et en fait, je m'apercevais que j'étais amoureux de ce métier. Le coup de foudre, c'était les gestes, mais en fait, je l'avais en moi. Dans les gènes. Je l'avais dans les gènes. Et je le vois aujourd'hui, mes enfants qui quand ils étaient jeunes, très jeunes, n'aimaient pas mon métier parce qu'ils m'accaparaient trop. Mon métier, je travaillais beaucoup, je ne m'occupais pas assez d'eux. Donc, ils m'ont toujours dit, on ne fera jamais ton métier, c'est moche, la boucherie. Et puis finalement, ils sont venus par un effet détourné. Et mes 2 aînés sont passionnés par ce métier. C'est intéressant que vous ayez prononcé le mot d'artiste pour ce Monsieur Cabel,
Ismaël, parce que sur le site Maison Le Bourdonnec, vous affichez 3 piliers. Le savoir de la filière, l'art de la maturation et l'art de la découpe. L'art de la découpe, c'est très important. Vous vous sentez artiste? Sur la découpe, oui. Ouais, c'est vrai? Oui, je le revendique, oui. Oui. Moi, je pense avoir même mis au point une école de découpe particulière. Vous savez, il y a deux grandes écoles enseignées dans la découpe. L'école française et l'école japonaise. Et ça vient de 2 choses particulières, c'est que leur approche du bovin est tellement compliquée qu'il faut être un artiste, il faut être un artisan reconnu pour savoir le travailler. Contrairement aux Anglais, qui ont l'animal idéal et qui n'ont pas à se soucier de savoir dans quel sens il faut le découper. Et les 2 choses qui nous opposent, les Japonais et les Français, dans notre art, c'est que nous avons une approche chirurgicale de la viande. Chaque muscle est important, chaque muscle a sa destination. Il ne faut jamais trancher un muscle. Et le japonais a une approche géométrique de la viande. Ils sont dans le contre-fibre. La viande est composée de fibres. Et ils sont tout le temps à la recherche du contre-fibre, le tranchage idéal. Et bien moi, j'ai marié ces 2 écoles en allant au Japon, en accueillant des apprentis japonais et en envoyant des apprentis français au Japon. J'ai marié ces 2 écoles parce qu'il faut avoir ces 2 approches-là. Parce que pour réussir la viande idéale, la meilleure viande du monde, il faut avoir ces 2 écoles. On ne valorise pas assez cette filière de la boucherie. Ça reste des voies vers lesquelles on va quand on n'arrive pas à faire une filière générale. Vous regrettez ça? Vous le sentez encore ou c'est en train de changer? C'est vrai que très longtemps, rentrer dans un métier manuel, ça m'est arrivé il y a 35 ans, c'était presque être puni de ne pas avoir réussi à l'école. Alors, dans mon cas, ce n'était pas le cas parce que j'avais un parcours scolaire normal, mais très souvent, un élève qui arrive vers la voie du métier manuel est mis un peu par punition. Tu n'as pas réussi à l'école, donc on te met dans une voie secondaire. Et ça, malheureusement, ça fait beaucoup de mal à nos métiers. Alors, pas seulement la boucherie, la pâtisserie, la cuisine, plein de métiers qui sortent de ces filières-là. Comment on sort de ça? Comment on fait évoluer ça? Eh bien, depuis 10-15 ans, il y a de nouvelles façons de devenir boucher ou d'autres métiers manuels. C'est les certificats de qualification professionnelle qui permettent à soit des élèves qui ont changé de voie scolaire, soit des gens qui ont une profession et qui ont décidé de changer, de venir vers ces professions-là. Et on a toute une nouvelle population qui arrive, qui sont merveilleux pour moi parce que ça me permet d'avoir des gens avec des esprits très ouverts et qui sont prêts à tout entendre et qui ont un but précis. Ils ne sont pas arrivés en punition dans ce métier, ils sont arrivés parce qu'ils ont envie de rentrer dans un métier concret. C'est ça nos métiers manuels, c'est des métiers très concrets, on travaille la matière. Et ça nous permet d'avoir des gens beaucoup plus motivés et qui n'ont pas le même parcours. J'ai des photos pour vous, Yves-Marie Le Bourdonnec. Et j'ai d'abord celle-ci à vous montrer. Vous allez probablement le reconnaître. C'est la photo d'Alain Ducasse, un grand chef. Des grands chefs avec lesquels vous collaborez. Désormais, il n'y a pas que Alain Ducasse. Je crois que vous travaillez aussi avec Yannick Aleno. Et alors, c'est intéressant parce que vous êtes quand même au centre d'une grande chaîne qui va de l'éleveur, souvent précaire. Une chose importante, moi, quand je collabore avec un chef, je collabore sur une histoire de gestes. Je ne fournis pas de viande au chef parce que ma filière est particulière, parce que mon modèle économique et je n'ai pas les volumes nécessaires pour fournir la restauration. Par contre, quand un chef m'appelle, il m'appelle généralement parce qu'il a une problématique technique et de découpe, et notamment Alain Ducasse qui m'avait appelé dans les années 90 parce qu'il voulait mettre un morceau qui était purement destiné à faire du pot-au-feu et en faire une viande qu'on allait griller. Et moi, en allant en Argentine, j'avais découvert les costillas, les barbecues argentins, et je lui avais proposé de faire du plat de côte, un produit vraiment qui est fait pour faire du pot-au-feu, de le transformer par la maturation et en faire un produit qui peut être grillé sur un barbecue. Mais ce qui me frappe peut-être un peu plus encore, c'est que vous êtes capable de nous parler des éleveurs que vous côtoyez au quotidien et qui sont souvent quand même un peu les mal-aimés du métier, un peu mis de côté, souvent en détresse, on l'a dit tout à l'heure, et en souffrance. Et vous côtoyez aussi ces chefs qui, eux, servent pour des gens, disons-le, qui ont un porte-monnaie bien fourni, pour des gens favorisés. À quand une viande de qualité accessible aux plus pauvres, un restaurant étoilé aux plus pauvres? C'est pas compliqué de jongler comme ça entre ces 2 mondes, entre ces mondes de la précarité, entre 2 extrêmes? Absolument pas. Non. Non, absolument pas. Et puis, encore, comme je vous expliquais tout à l'heure,
une vache a cette chose formidable d'avoir à la fois des morceaux très chers et des morceaux à des prix très raisonnables. C'est pas une histoire d'argent, c'est important de rencontrer des grands chefs qui apportent, eux, leur accès à une clientèle très particulière, c'est vrai qu'ils ont des moyens, et qui nous permettent de sublimer certains produits, mais ça fait remonter toute la qualité de tout le reste. Donc c'est important. Une autre photo, alors là c'est Emmanuel Macron, vous le reconnaissez probablement. Ce jour-là, choisit de manger un cordon bleu et on le voit là discuter avec des enfants. Cordon bleu, a priori, c'est pas tout à fait une viande noble. Il a fait le bon choix ce jour-là. C'est important qu'un président montre l'exemple aussi sur la viande qu'il mange. Un président doit soutenir l'agriculture française, donc forcément c'est très important. Je n'imagine pas un président qui dise que la viande c'est pas possible, qu'il ne soit pas consommateur de viande, c'est impossible. Alors un président ne devrait pas manger un cordon bleu? Alors le cordon bleu, ça peut être une sombre cochonnerie industrielle, mais ça peut être aussi ça peut être adapté à un très bon produit. Bonne réponse. Une dernière photo, Yves-Marie Le Bourdonnais, que vous le reconnaissez aussi sûrement, c'est Aymeric Caron, qui est journaliste, écrivain, engagé à gauche, très à gauche. Et lui avait écrit un livre, et vous le savez aussi, qui s'appelait No Steak. Il porte clairement le message inverse du vôtre. Ce sont des gens, Aymeric Caron ou d'autres, qui finalement font du mal à votre métier ou font avancer le débat, ou vous aimez confronter vos points de vue avec... Oui, alors malheureusement, Aymeric Caron a toujours refusé de me parler, mais... ça m'est arrivé une fois, mais je n'ai pas pu échanger beaucoup. Non, j'ai même envie de vous dire, tant mieux qu'il y ait des végétariens, tant mieux qu'il y ait des véganes, puisqu'on doit réguler la consommation de la viande. Donc finalement, on a le même discours, sauf que moi, je ne suis pas radical, je ne vais pas jusqu'à la suppression. Il faut qu'on réduise considérablement notre consommation de viande. C'est très, très, très important. Et de toute façon, on y va vers là. Ce qui est important, c'est qu'on ait la meilleure viande possible. Et ça va aider tout le monde. Ça va faire que nos éleveurs vont bien gagner leur vie, que les bouchers aussi vont vivre, puisqu'aujourd'hui, la viande, elle n'est plus vendue beaucoup dans les boucheries, elle est principalement vendue à 90% dans les grandes surfaces. Donc peut-être que les bouchers, là, vont pouvoir reprendre le métier, et les bouchers ont un vrai rôle aujourd'hui pour réaliser la meilleure viande possible. Ils ont ce rôle de passeur entre l'éleveur et le consommateur. Donc au contraire, non, je trouve que toutes ces personnes vont dans le même sens. Une dernière question, Yves-Marie Le Bourdonnais. En lien avec ce lieu, le lieu dans lequel nous sommes, ce dôme tournant du Sénat, on est donc entouré de 4 statues qui représentent chacune une vertu, la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous parle le plus? Pour moi, c'est l'éloquence. Ah oui. Mais oui, parce que nous sommes des passeurs. Ça veut dire que nous devons savoir raconter l'histoire de nos éleveurs, l'histoire de notre produit. Moi, ça m'a manqué à une époque. J'ai eu la chance 2 fois dans ma vie de rencontrer un ministre de l'Agriculture, et notamment Stéphane Le Foll, une fois dans son bureau, où je lui ai dit d'une façon très prétentieuse sûrement, moi j'ai la solution pour l'élevage. Et je l'ai vraiment cette solution. Et j'avais envie de lui expliquer cette solution. Malheureusement, nous étions à 1 an des prochaines élections, donc ça n'avait aucune possibilité d'aller plus loin. Mais si j'aurais aimé le convaincre, je pense que je ne l'ai pas suffisamment convaincu, je n'ai pas été assez éloquent. Donc je travaille beaucoup cette chose-là. J'ai eu l'occasion de faire une conférence TEDx qui m'a beaucoup aidé pour mieux m'exprimer, pour mieux parler de mon métier, mieux parler de mon histoire et de ce que je fais. L'éloquence est essentielle, c'est ce que j'ai le plus besoin dans mon métier. Et vous l'avez prouvé aujourd'hui, vous l'avez eu, cette éloquence. Merci. Merci infiniment Yves-Marie Le Bourdonnais d'avoir été notre invité dans Un Monde, un regard. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur Public Sénat.